Bonjour Cynthia, Bonjour Christophe, ça va bien? très bien et toi? Oui, très bien, merci. Alors comme je fais d'habitude dans mes vidéos, je présente un peu comment on s'est rencontrés et pourquoi on est ensemble autour de ces conversations. On a un ami en commun qui est Olivier Mercurio, avec qui tu as travaillé, tu vas nous raconter, et qui m'a dit, Cynthia, il faut que tu l'interroges parce elle a des choses à partager, c'est une fille formidable. Donc on s'est mis en contact et je le remercie d'ailleurs. Et on va pouvoir parler un petit peu de cette histoire que tu as vécue, de ce parcours que tu as cheminé et ta volonté d'aller vers quelque chose qui est plus authentique aussi, un peu à la manière de la conversation que j'ai menée précédemment, mais vers quelque chose de autour de soi et comment être soi à travers la vie, son adversité, etc. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler de toi, qui tu es aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui, s'il te plaît, Cynthia? Merci beaucoup Christophe et merci à Olivier d'avoir fait la mise en relation. J'en parlerai plus en détail tout à l'heure. Alors, je suis actuellement directrice des opérations d'un groupe qui s'appelle African Education and Innovation Group et dont la marque principale est Epitech. Donc, on forme des ingénieurs informatiques dans l'environnement de la tech. Moi, je suis née au Sénégal. J'ai des origines béninoises et capverdiennes, dont je suis très fière. Et donc, j'ai grandi au Sénégal et après l'obtention de mon bac, je suis allée en France. Donc, j'ai eu un BTS en communication des entreprises. J'ai poursuivi mon master toujours à Paris, plus sur du marketing et de la strate commerciale. Et mon parcours, on va dire académique, m'a ouvert les portes d'une agence de com, donc à l'époque Havas Media à Paris. Et j'avais envie d'ailleurs, je vais le dire comme ça. Et donc après, je pense 8 à 9 ans passés à Paris précisément, je me suis retrouvée, j'ai posé mes valises au Ghana où là, j'ai travaillé en agence de publicité avant de m'installer en Côte d'Ivoire. Et quand je me suis installée en Côte d'Ivoire, là, c'est vraiment un tournant, on va dire, de ma vie professionnelle où j'écris mon projet professionnel et je décide finalement de céder la casquette de communicante à dirigeante de start-up. Et je démarre du coup ma première expérience en start-up, donc à Jumia à l'époque dans le tourisme parce que c'était une plateforme qui permettait de pouvoir booker des hôtels en ligne en Côte d'Ivoire. Et donc, je démarre cette aventure-là, suivie de celle de Keopstech. Et si je devais me définir aujourd'hui, tu as parlé d'adversité. Moi, je me Hmm, définis comme une Amazone des temps modernes. Euh, d'accord, je suis passionnée des défis et je suis enfin, comment dire, passionnée par les défis, par les challenges. Et d'ailleurs, je pense que chaque étape de mon parcours illustre ça parfaitement bien. Je n'aime pas la stagnation, je suis toujours à la recherche du progrès. Et voilà, enfin, et j'aime évoluer, on va dire, dans des environnements qui sont bienveillants. Pour moi, ça, c'est très important. Je pense que j'ai d'ailleurs choisi Olivier grâce à ça. Et c'est vrai que chacune de mes expériences m'a formée et m'a permis justement de grandir professionnellement. Donc, pour moi, aujourd'hui, on parle d'adversité, donc chaque défi devient finalement une opportunité d'apprendre, une opportunité d'améliorer, même si c'est sur le coup, c'est difficile. Mais c'est vrai que voilà, avec toute cette expérience-là, j'ai été amenée à me poser beaucoup de questions, à redéfinir un petit peu qu'est-ce que je veux de la vie et à définir, enfin, comment dire, à identifier le fait que c'était très important pour moi et même essentiel de travailler dans des projets qui apportent de la valeur aux autres. d'accord. Voilà. Bon, on va revenir dans le détail sur ton parcours professionnel, mais dans un premier temps, j'aimerais que tu puisses me définir un petit peu quel était ton environnement quand tu étais jeune, dans quel milieu familial tu as grandi, avec quel type de valeurs, comment tu as démarré ta vie en définitive. Ok. Alors, j'ai eu une enfance que je décrirais comme une enfance heureuse.
Pourquoi? Je suis donc, j'ai deux sœurs, je suis au milieu, j'ai une petite sœur et une grande sœur. Mes parents ont été très impliqués dans l'éducation, même si mon père était entrepreneur, avait sa boîte et donc il voyageait assez régulièrement. Malgré ça, j'ai vraiment été très bien entourée. J'ai une maman, enfin des parents qui nous ont éduqués avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup de principes de vie, dont le premier pour moi, c'est vraiment l'intégrité. Je pense que ça résume beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. La valeur de l'intégrité, de l'humilité, je vais prendre ça comme une valeur, la valeur du travail, parce que mon père nous a rabâché, étant trois filles, trois femmes, que nous avons le devoir, on va dire, d'être indépendantes. Et donc, quel que soit le parcours que chacune aurait, il faudrait vraiment garder en tête que c'est hyper important d'être indépendante, de ne pas dépendre d'un Donc, homme. c'est Et plutôt ton père qui a amené cette oui, valeur-là, alors, hein. ah Ok, oui, oui, cette oui, vision. clairement. Ouais. Je pense que voilà, il Pour nous quelle l'a raison? récupéré. Tu sais pourquoi? Alors, c'est assez contradictoire, j'ai envie de dire, parce que mes parents travaillent ensemble. Donc, ma maman travaille avec mon papa. Et donc, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, je disais tout le temps, parce qu'à midi, du coup, quand on déjeunait ensemble, ben forcément, le travail s'invite, même s'ils essayent de ne pas le faire. Le travail s'invitait et je regardais mes sœurs et je disais, mais en fait, je j'ai pas envie de travailler avec demain. Si j'ai un mari, j'ai pas envie de travailler avec mon mari, en fait. Il faut que je puisse dissocier ces deux mondes. Et donc, c'est assez marrant. Donc, ils ont travaillé ensemble, mais ça nous a aussi permis de voir cette cohésion d'équipe aussi bien à la maison qu'au travail. Et malgré, on va dire, les contraintes professionnelles, on avait vraiment une présence. Et quand ils étaient là, ils étaient vraiment là, présents avec nous. Et je pense qu'ils nous ont vraiment accompagnés à devenir, en tout cas, la personne ou les personnes qu'on est aujourd'hui avec mes sœurs. Donc, je les remercie pour ça. Super. Donc, il y avait quand même déjà un équilibre installé assez jeune chez toi, chez vous, entre le Et rapport beaucoup de entre communication, beaucoup de de la communication surcommunication même. entre le père et la mère, équilibre entre le père et la mère, équilibre entre le travail et la vie de famille, c'est ça? Et un père vous amenait à projeter dans une certaine indépendance financière et pas dépendre de son conjoint pour le travail. C'était plutôt de bonne base. Oui, je pense que c'est ambitieux. C'est voilà, une vision ambitieuse. Et dans le féminin et le masculin qu'incarnaient tes parents, qu'est-ce que tu as pu remarquer en particulier? Est-ce qu'il y avait, comment déjà, au sein de leur couple, il y avait cette complémentarité ou pas? Ou comment ça s'exprimait? Alors, je pense que ma mère, énergie féminine à 1000%, mais Mhm. vraiment. Mon père, je dirais un équilibre des deux, du coup, ce qui permet d'avoir un matching assez intéressant, parce que le côté autoritaire, très autoritaire, très strict, même si au fur et à mesure des années, ça s'est tempéré, on va dire ça comme ça. Très autoritaire dans sa manière d'être, même dans le cadre professionnel et même personnel, mais beaucoup d'affection, beaucoup d'intuition. Des Mhm. fois, je me rappelle que je n'osais pas aller vers lui parce que je présentais des nouveaux amis, des nouveaux camarades, et il avait en fait ce flair en fait et cette capacité à pouvoir cerner en voyant une personne. Et ça, je trouve que c'est une intuition aussi enfin, une énergie très féminine qu'il avait. Et c'était Oui, tout à vraiment fait, ouais. quelque chose. Mhm. Voilà. Mm. Alors, du coup, tu as hérité de quoi de l'un et de l'autre en termes d'énergie masculine et féminine, tu penses? Beaucoup d'autorité. Donc, énergie masculine, mais que j'ai su adoucir de par mes expériences et mon parcours au fil des dernières années. Euh, et aussi, je dirais, beaucoup d'intuition, d'écoute liée à ce que j'ai pu observer aussi de ma maman.
D'accord. Alors, il y a une partie de ta vie professionnelle intéressant à partager. Justement, bah, ça commence un peu par la rencontre avec ce fameux Olivier. Oui, Et c'est intéressant la manière dont tu me l'avais présenté. Je pense que c'est bien que tu nous partages un peu les détails de ce recrutement et de ce qui s'est passé, du pourquoi, du comment, parce que il y a une forme d'équilibre qui s'est mis en place et d'audace aussi, en lien avec une autre partie de ta vie qui était un petit peu plus dramatique. Donc, je te laisse nous expliquer un peu cette histoire, s'il te plaît. tout à fait. Alors, je rencontre Olivier en 2017. Je suis contactée par un chasseur de tête et je me rappelle qu'à l'époque, je venais de lancer, il y avait à peine 4 mois, un bar à jus. Et donc, j'étais en plein dans le lancement de mon nouveau business. Bref, je rencontre Olivier. Je ne sais pas exactement c'est quoi le business et je sais juste que voilà, il y a une société mère en France et que c'est dans le transport. Donc déjà, je me dis waouh, enfin le transport, c'est pas très sexy. En plus, voilà, c'est une industrie que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Mais bon, c'est pas grave. J'y vais quand même. Audace, comme on dit, faut oser. Je rencontre Olivier et la particularité, c'est que quand je rencontre Olivier, je suis enceinte de 3 mois. Donc, D'accord. je fais mon premier entretien. Je me rappelle que je rentre chez moi et je dis à mon mari, ah non, mais là, en fait, c'est pas possible. Enfin, faut que je lui dise ce qu'il en est. T'imagines si ça évolue. Faut vraiment que je lui dise et tout. Il me dit, ben, bien sûr, là, s'il te rappelle, il faut que tu lui expliques la situation. Et donc, je reçois un appel du chasseur de tête le lendemain de ma première rencontre avec Olivier. Je tiens à préciser que c'est la première fois de ma vie que je vais à un entretien et qu'en fait, j'y vais vraiment, et j'avais dit ça, j'avais raconté ça à Olivier, j'y vais comme une touriste. C'est-à-dire que je ne prépare pas, je me dis, bon, de toute façon, c'est bien, je vais voir ce que je vaux sur le marché. J'y vais vraiment de manière très tranquille, très apaisée, sans Sans préparation. pression, sans Ah, pression. sans pression aucune, mais vraiment. Et donc, c'est incroyable comment le feeling se crée entre Olivier et moi. Et je me rappelle que quand on termine ce premier échange, il me dit, parce que Olivier a un franc-parler, comme tu peux le savoir, Oui. j'apprécie aussi, il me dit, OK, quand je comprends, voilà, pourquoi ta dernière démission, c'est lié à quoi, comment ça se passe, que je comprends un petit peu ta manière de fonctionner. En gros, je te donne les outils, je te mets dans les conditions et en fait, je te fais pas chier. C'est ça, Cynthia? Je lui dis, c'est exactement ça. Et là, je me dis, j'aime bien ce monsieur. Et donc voilà, je suis appelée le lendemain par le chasseur de tête qui me dit que je dois rencontrer le deuxième cofondateur, parce qu'Olivier avait du coup à l'époque un cofondateur. Et donc là, je commence à stresser. Et il y a cette petite voix à l'intérieur de moi qui me dit intégrité, Cynthia. Enfin là, tu peux aller refaire un deuxième entretien et voilà, tu vas leur faire perdre le temps et tout. Et donc, quand j'arrive pour cet entretien, Olivier est là et je lui dis que voilà, j'aimerais bien lui parler de quelque chose d'important. Il me dit oui, mais qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis non, non, mais c'est important, il faut vraiment que je vous parle. Et il me dit qu'est-ce qu'il y a, Cynthia? Vous êtes enceinte? Et là, je me dis mais comment c'est possible? Ça ne se voit pas, je suis à 3 mois de grossesse. Et incroyable. Et là, sur le coup, je me dis bon, il va me renvoyer gentiment chez moi en me disant écoute, c'est bon. Et là, il me dit, écoute, je ne devrais pas te le dire, mais tu es ma candidate favorite. Je savais que j'avais une merde qui allait m'arriver, mais je ne savais pas quoi. Et moi, j'étais juste là devant lui. Et il me dit, OK, tu sais quoi, je ne vais rien dire à mon cofondateur. Va faire l'entretien et on va voir. Voilà, je vais voir ses retours. Ne lui dis rien. Je fais l'entretien, je rentre chez moi et là, je me dis non, mais là, c'est mort, enfin, c'est pas possible. Et je suis rappelée le soir pour rencontrer du coup les deux. Et quand je rencontre Olivier et son cofondateur, bah, en fait, ils décident de me recruter. Et donc là, il me recrute sachant que je suis assez transparente avec Olivier. Il sait que je suis enceinte. Il sait que je viens de lancer du coup un bar à jus à Abidjan. Je suis la seule femme, je suis la plus jeune et il décide de me faire confiance. Et donc je démarre l'aventure avec Olivier, donc Keopstech qui était une start-up dans la logistique, enfin la tech au service de la logistique. Donc on avait une solution numérique qui permettait voilà, de faire du tracking de colis.
pour les transporteurs et je vis quelque chose de terrible. Donc, c'est quelques mois, je pense que je démarre. Il faut monter la boîte. Il me dit, écoute, moi, voilà, la Côte d'Ivoire, je connais pas. Je cherche quelqu'un qui puisse me monter from scratch, enfin, de zéro la boîte. Et donc, du coup, je dois monter juridiquement la structure. Je dois recruter. Et je pense que 3, 4 mois après, ben, je vis un drame. Et donc, j'accouche de manière prématurée et je perds ma fille 6 jours après. Donc, ma fille décède 6 jours après l'accouchement. Je m'en sors parce que c'était pas garanti. Et donc là, c'est pour moi le blackout total. Je venais de lancer officiellement la boîte. On était en janvier, là on est en janvier 2018, donc il y a 6 ans de cela. Et c'est le blackout. C'est le blackout total. C'est pour moi un événement qui forcément a littéralement bouleversé ma vie, Bien forcément. sûr. Bien sûr. Et on va dire que j'ai réappris à définir ce qui comptait vraiment pour moi. J'arrive à une étape où je dis, OK, en fait, je peux pas broyer du noir tous les jours. Qu'est-ce que je fais? J'ai pensé à arrêter, hein. J'ai pensé à appeler Olivier en lui disant, écoute, enfin, c'est pas possible, c'est mort, je vais pas continuer, je ne sais même pas qui je suis, qu'est-ce que je veux faire. Enfin, voilà, c'est compliqué. Mais ça a bouleversé beaucoup de choses, mais j'en ai tiré plein de choses, on va dire positives. C'est assez bizarre de dire ça, mais je me suis relevée de ça. J'ai poursuivi l'aventure et pour moi, ça a changé la relation que j'avais avec même l'entreprise. Pour moi, ce que ça m'a appris, c'est déjà que la santé passe avant tout, que ce soit ma santé mentale, que ce soit ma santé, pardon, physique. Elle est essentielle, notamment pour être suffisamment efficace dans le monde professionnel et important pour moi, mais important aussi pour les gens autour de moi. Ça m'a appris à avoir encore plus d'humilité, même si l'humilité, c'est vraiment une valeur dans laquelle j'ai baigné, dans la manière dans laquelle, mais on parlait de mon éducation préalablement, c'est vraiment une valeur dans laquelle voilà, j'ai grandi. Mais ça m'a rendu humble dans le sens où en fait, Cynthia, tu peux pas tout contrôler, en fait, et tu ne pourras jamais tout contrôler. Je dis ça parce que j'ai une manière de fonctionner, un caractère, une manière de faire où j'ai besoin d'anticiper constamment, de contrôler, de cadrer les choses, d'organiser. Et en fait, là, c'est extrêmement bouleversant parce que je me dis, OK, en fait, tu maîtrises que dalle. Tu peux juste maîtriser comment tu vas réagir face à certaines situations dans ta vie, mais voilà. Et En quoi tu fais le lien avec l'humilité? C'est-à-dire que tu as appris à être un peu plus humble parce que, en fait, tu t'es rendu compte que le contrôle que tu voulais exercer, bah, il s'applique pas à toutes les dimensions de la vie, c'est ça? exactement, Mm. exactement. Là, je pense que je me suis pris une grosse claque parce que vraiment, enfin, quand je pars en vacances avec mon mari, je fais des Excel, enfin, je laisse pas de place au hasard. Et en fait, ça m'a juste, enfin, non, la vie, ça fonctionne pas comme ça. Il faut planifier, mais garder en tête qu'il y a une part, finalement, il y a plein de choses que tu contrôles pas, tout simplement. Et c'est pour ça que j'intègre, voilà, cette valeur de l'humilité à l'intérieur. Je pense qu'il y a aussi, j'ai eu beaucoup de gratitude. Ben déjà, de gratitude d'être en vie, parce que franchement, j'aurais pu ne pas être là. Donc, beaucoup de reconnaissance et je pense que ça aide à créer un état d'esprit pour moi de vainqueur. On parlait tout à l'heure d'audace, d'adversité. Pour moi, le côté très battante, parce que j'aime bien dire, voilà, je suis une Amazone, donc le côté ténacité et résilience. Dans le cadre professionnel, je me suis dit, OK, en fait, j'aurais pu partir, en fait, j'allais disparaître. Qu'est-ce que j'ai mis en place, en fait, même en situation de crise pour que la boîte, elle tourne, en fait? Je peux pas faire de la rétention d'infos. Comment j'ai mis en place des process et des choses qui permettent en fait la transmission et que ce soit fluide en fait. Parce que voilà, je suis pas éternelle. Donc ça ramène les deux pieds sur terre. Et je pense que toujours dans le cadre, je vais revenir sur l'humilité, c'est finalement dans ma vie, toutes les décisions que je prends,
je dois agir plutôt que de vouloir prouver aux autres. Et ça, je D'accord. pense que, voilà, enfin, je pourrais expliquer ça justement suite à la fermeture aussi de Keops Tech après. Ouais, on va parler justement de cette action agir. C'est plutôt considéré comme une énergie yang, hein, pour pas dire masculine, parce que là, c'est un peu trop genré, mais l'action est plutôt dans le monde masculin et des fois en excès, on va dire. Et comment tu te sens par rapport à l'action? Parce que si tu es en contrôle, on est beaucoup en action dans le contrôle, hein. Mhm. Tu as appris à lâcher ça. Et par rapport à ta situation, est-ce que arrêter d'agir par rapport à cette situation et d'être dans l'acceptation, j'ai l'impression que tu es passé par cette phase d'acceptation qui a peut-être pris d'ailleurs du temps, hein, tu pourras nous Bien expliquer sûr. ça. Qu'est-ce Mhm. que ça a eu comme répercussion ensuite dans le monde professionnel? Alors, je pense que oui, la première étape, bien entendu, c'est l'acceptation. Je pense que quand on est confronté à un drame pareil, ou quel que soit d'ailleurs le drame ou les difficultés auxquelles on est confronté, tant qu'on n'accepte pas, pour moi, derrière, on peut pas agir en fait, de toute façon. Donc pour moi, c'était déjà d'être dans l'acceptation. Je pense que ça a pris quelques mois. Dans mon tempérament, et ça, je pense que c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans mon éducation et notamment, je m'assimile beaucoup à ce que j'ai vu de ma maman. Quelles que soient les situations, quels que soient les blocages, en fait, on avance, en fait. On ne stagne pas, on avance, on cherche à casser même des portes, mais il faut avancer, il faut pas stagner. Et donc, c'est vrai que quand cette situation s'est passée, comme je le disais tout à l'heure, bien entendu, humainement parlant, les premières choses les premières pensées d'ailleurs qui arrivent, c'est de toute façon, là, j'arrête tout en fait. Enfin, je me remets au point mort. Et quand j'irai mieux, je réfléchirai à qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vais faire. Et je pense que dans mon parcours très tôt, très jeune, j'ai appris à ne pas subir. S'il y a une chose que je déteste, c'est de subir. Et donc, ça implique aussi d'être aligné avec soi-même. Et dans le cadre professionnel, c'est OK, il s'est passé ça. Euh, Qu'est-ce que tu en tires finalement? Qu'est-ce que ça t'apprend? Et comment ça te permet de t'améliorer dans ta vie professionnelle, mais aussi personnelle? Et donc, c'est vrai que il y a deux énergies différentes. Donc, pour moi, l'énergie masculine, d'oser, d'être tout de suite dans l'action, elle est arrivée à une seconde étape. Pour moi, la première étape, ça a été vraiment non pas de me remettre en question, mais de me poser les bonnes questions et de me dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que tu apprends de ça et comment tu veux l'appliquer par rapport aux personnes que tu vas manager, Cynthia, par rapport à ton projet professionnel, à qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, parce que là, tu te rends compte que voilà, tu es reconnaissante, la vie t'apprend que voilà, tu ne maîtrises pas tout. Donc oui, tu peux être ambitieuse, oui, tu peux avoir un plan de carrière, mais en fait, il faut que tu lâches prise. Donc c'est trouver le juste équilibre dans ma vie professionnelle sur, OK, je lâche prise, mais en même temps, je ne veux pas stagner, je veux être dans l'action, je veux avancer, je veux être audacieuse, mais je veux être audacieuse sur des choses qui ont du sens pour moi. Je veux être audacieuse et je veux oser en faisant des choses qui me plaisent, en faisant des choses qui sont essentielles à moi et non pas les faire parce que ça fait bien, parce que je dois prouver, parce que c'est bien au regard de la société. Et donc, je pense qu'il y a vraiment eu un switch dans mon état d'esprit, dans mon cerveau à ce moment-là. Ça veut dire qu'au départ, tu t'es mis dans une phase d'introspection, l'énergie plutôt yin, à accepter, réfléchir, tu t'es posé pour ensuite mieux agir par la suite. C'est un peu comme si ce drame t'avait obligé à t'arrêter un moment et à te faire une certaine introspection. Est-ce que tu as ressenti comme ça? Tout à fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je pense que ça faisait un peu moins de 10 ans que j'étais dans un cycle où, OK, il faut que j'avance, il faut que j'évolue, même d'un point, pour moi, j'étais carriériste, hein. Je pense que j'étais carriériste.
Et en fait, ça a juste stoppé tout ça et j'ai pris, voilà, exactement quand tu parles d'introspection, c'est lâcher prise, prendre du recul et réfléchir sur soi. Qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi, comment tu te repositionnes dans cette vie en fait. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ça t'a ramené dans une forme d'équilibre? Tu l'as ressenti comme ça? Totalement, Euh, totalement. Tu m'as parlé à un moment donné aussi dans la préparation de cette conversation d'une quête de plénitude. Est-ce que cette quête de plénitude, ce chemin vers une certaine plénitude de bonheur, tu l'as trouvé d'une certaine manière à travers ce passage par un drame et ce rééquilibrage? Est-ce que tu l'as ressenti comme ça? Est-ce que tu sens plus en plénitude, en sérénité aujourd'hui qu'avant ton drame? Totalement. Totalement. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je pense que je n'écoutais pas ma voix intérieure. J'ai appris au travers de ce drame que, je le dis souvent, l'intuition, c'est la voix. Et souvent, cette petite voix, on se dit non, bon, parce qu'aussi, côté féminin, on va avoir le syndrome de l'imposteur, ce genre de choses-là. Je pense que j'ai appris à m'écouter et j'ai appris à me connaître. Je pense que je pensais me connaître, mais que je pense qu'on continue d'apprendre à se connaître. Je me connais peut-être pas encore à 1000%, mais je pense que j'ai essayé de veiller en tout cas soigneusement à la manière dont moi-même je remplis ma vie intérieure. Pour moi, je pense que ce qui pénètre à l'intérieur de soi, donc que ce soit son âme, son esprit, ça va tout de suite déterminer ben, ce qu'on va dire, donc ce qui va sortir de notre bouche. Je dis pas que je le suis beaucoup moins. Je pouvais être pessimiste, voir, enfin, vu que j'essayais de contrôler tout, j'allais toujours voir, OK, quel est l'aspect positif, qu'est-ce qui peut se passer de pire, et c'est voilà, de déterminer toutes ces choses. Et là, aujourd'hui, en fait, je proclame des choses positives sur ma vie parce que je suis consciente, c'est ça, je pense que j'accepte, enfin, je suis consciente que ce que je dis va influencer mes actions et donc va influencer mes décisions. Je pense que ça m'a permis, même si on s'en rend pas compte forcément tout le temps, que l'impact que nos décisions peuvent avoir sur nous-mêmes, en fait. Comment ça va influencer finalement la direction de ma vie au fil du temps. Donc, pour moi, ça a été une étape qui m'a permis de réévaluer les priorités de ma vie, de mieux me connaître et d'être, in fine, en paix avec moi-même. D'accord. Et cet événement, il est venu de l'extérieur, entre guillemets, faire bouger tout ça. Mhm. Euh, et tu t'es tourné vers l'intérieur, donc plutôt dans une posture d'acceptation, d'introspection. Après, tu es passé effectivement plus à l'action. Est-ce qu'aujourd'hui, tu gères un équilibre de ce type-là? Comment les mouvements s'opèrent? Est-ce que t'as appris d'une certaine manière maintenant à aborder la vie aussi de cette façon-là, c'est-à-dire analyse, puis ensuite action, puis de nouveau analyse, ou t'es reparti dans l'action, mais mesurée. C'est un équilibre entre les deux et je pense que j'ai un exemple assez tangible euh, qui est Obstacle a fermé il y a 2 ans. Donc, c'est une aventure qui a duré 5 ans. Quand Olivier m'a appelé pour m'annoncer du coup la fermeture, bah, j'étais enceinte parce que j'ai deux petits garçons, j'étais enceinte de mon deuxième petit garçon. Et je pense que si je n'avais pas vécu cette situation, j'aurais vécu ça de manière très négative, selon moi. Alors qu'aujourd'hui, je parle de cet échec comme un apprentissage. Je pense que j'ai beaucoup appris. Au-delà de considérer ça comme une étape de ma vie pour apprendre, j'ai pris la décision, quand Olivier m'a appelé, de faire un break et donc d'arrêter de bosser. Euh,
je pense que j'aurais jamais été capable de prendre cette décision avant. Mhm. Pourquoi? Un, par rapport au regard des autres. Deux, par rapport à moi-même qui me considère comme quelqu'un d'hyper dynamique. J'ai besoin de faire bouger les lignes, j'ai besoin d'être active, j'ai besoin de contribuer en tout cas à quelque chose qui apporte du changement positif et tout. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, si j'avais pas vécu ça, je pense que j'aurais pas pris cette décision-là. Et donc, quand la boîte a fermé, j'ai décidé de ne pas travailler. Et donc, c'était assez marrant parce que j'ai eu pas mal d'interactions avec des amis, avec des gens de la famille, au cours d'événements professionnels où des amis m'invitaient et où là, ben, forcément, la première question qu'on te pose, c'est, OK, ah, mais toi, du coup, tu fais quoi? Tu travailles où? Ah ben, je travaille pas. Et donc, du coup, j'avais le regard des gens un peu honteux et j'éclatais de rire. Et en fait, je rigolais à la fois parce que, bah, en fait, t'as pas besoin de faire cette tête. Et je rigolais à l'intérieur de moi-même en disant, purée, mais t'as vraiment changé parce qu'avant, tu l'aurais pris pour toi, tu aurais ressenti une gêne, un mal-être, un malaise. Et en fait, c'est juste que j'ai pris une décision, je l'assume, je constate en plus qu'elle me fait un bien fou. Et je suis hyper heureuse, en fait, d'avoir pris cette décision-là. Mais je pense que c'est de par le cheminement que j'ai vécu, d'apprendre à me connaître, de me dire que c'était une saison de ma vie où j'avais besoin d'être alignée avec moi-même. Je ne savais pas ce que je voulais faire en fait. Et je me suis dit, OK, bah, en fait, là, il faut que je sois audacieuse en fait. Et la meilleure décision, c'est d'être dans l'action, c'est-à-dire de prendre une décision là tout de suite, mais de décider de ne pas travailler. Donc, je ne suis pas dans l'action, mais par contre, là, je vais être dans la réflexion pour me poser, pour faire de l'introspection et voir quel est mon next step pour mieux rebondir. Ok, donc là, tu as pris une décision d'arrêter d'agir pendant un temps. C'est C'est ça? ça, Et exactement. est-ce que ça a porté ses fruits? Qu'est-ce que ça t'a amené après toute cette période à la fois intense et difficile? Qu'est-ce que ça t'a apporté de te poser pendant un certain temps? Combien de temps ça a duré? Alors, ça a duré un an. Ça a duré un an. Ça a été une des plus belles expériences de ma vie. J'ai pris le temps. C'est comme si j'avais l'impression que le temps s'était arrêté et que je pouvais faire toutes les choses que j'avais pas le temps de faire. J'ai fait pour la première fois, je me rappelle mon vision board. Donc, je me suis projetée. J'ai visualisé plein de choses. J'ai pris le temps de me former, de faire plein de formations. J'ai repris goût à la lecture. Je lisais très peu. Et je me suis vraiment immergée, noyée dans plein de livres autour de la spiritualité, parce que je suis très axée spiritualité, mais aussi développement personnel. Et même en termes d'hygiène de vie, j'étais au sport quasiment 5 jours, 5 à 6 jours par semaine. Et donc, du coup, j'ai vécu pendant un an la plénitude. Vraiment, j'ai vécu la plénitude, c'est-à-dire, j'avais aucune pression. J'étais dans des moments purement je vivais en fait au quotidien pleinement. Et pour moi, ça m'a permis d'être très alignée, très, très alignée sur je sais parfaitement ce que je ne suis pas, ce que je n'ai pas envie de devenir, ce que je n'ai pas envie de faire. Et à côté de ça, c'était de réécrire mon projet professionnel sans avoir targeté spécifiquement, voilà, je veux travailler dans telle industrie ou dans telle société. C'est qu'est-ce qui doit jaillir de ce que je vais faire? En fait, quel est l'impact que je vais avoir au sein de la société par rapport au positionnement ou à la posture que je vais occuper? Et ça, je pense que ça change, ouais, ça change beaucoup de choses et ça fait beaucoup de bien. Et on se sent en paix. Pour moi, je dis c'est vraiment une bénédiction que c'est pas donné à tout le monde et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc c'est une période où tu as eu l'impression d'être toi-même. C'est ça, ça, Totalement. et c'est là où Totalement. tu as pu te faire prendre un recul par rapport à ce que tu voulais, le sens que tu voulais donner à tes actions futures. Et puis, tu as aussi pris soin de toi, on va dire. Là, c'est très yin, hein, prendre soin. Ça, on peut Mhm. prendre soin des autres, mais aussi on peut prendre soin de soi et prendre le temps de prendre soin de soi pour ensuite prendre soin des autres. Et tu l'as ressenti comme ça, cette période? Totalement.
totalement. Je pense qu'il y a les deux. Alors, il y a prendre le temps pour soi. C'est vrai qu'au début, parce que du coup, je tenais un journal et au tout début, quand j'ai démarré ça, je me suis dit, bon, même si ça peut paraître égoïste, c'est pas grave. En fait, là, moi, j'ai besoin de temps pour moi. Mais j'ai aussi pris le temps. J'ai passé du temps avec les gens que j'aime. Et pour moi, ça, c'est l'essence même de la vie. C'était très important. Et ça permet vraiment. Enfin, moi, j'ai eu vraiment un sentiment voilà, de la paix, de la plénitude pour moi. Beaucoup de reconnaissance d'être en vie, de pouvoir passer ces moments de qualité, des qualités avec moi-même, avec ma propre personne. Et je pense que ça permet de définir clairement quelles sont d'ailleurs les valeurs qui doivent diriger ma vie. Je parlais beaucoup tout à l'heure, voilà, d'intégrité. Et voilà, c'est des choses qui me permettent aujourd'hui, en fonction des projets que j'ai ou de l'entreprise pour laquelle je travaille, ou voilà, de rester alignée par rapport aussi à ces valeurs-là. À faire des choix, parce que pour moi, la vie, c'est ça, c'est de faire des choix et de les assumer. Et qu'est-ce qui t'a permis ensuite de passer de cette période de soins de toi, de repos, de recul, à une autre période d'activité? Comment s'est passée la transition? Alors, la transition, comment elle s'est faite? Je me rappelle d'ailleurs qu'au début, je disais à mon mari, tu sais quoi, je vais juste m'arrêter 3 4 mois. Il me dit, mais pourquoi? Il dit, mais prends 6 mois, prends 9 mois. Je venais d'accoucher en plus, mon bébé avait quoi, 3 mois. Et finalement, ça a duré 1 an. Au cours de ces 1 an, il y a eu plusieurs étapes. Il y a une étape où en fait, on est venu, j'habite actuellement au Bénin, et on est venu au Bénin en vacances. Et ça m'a aussi enseigné pas mal de choses, ce voyage, parce qu'il y a 6 ans, je me rappelle que mon mari me disait, écoute, le Bénin, il y a plein de choses à faire, ça évolue. Et je lui disais, mais jamais, en fait, moi, s'il y a un pays où je vais jamais habiter, en fait, c'est au Bénin que j'ai mon confort, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, franchement, je m'y vois pas et je pense que vraiment, non, ça, c'est pas possible. Et j'étais hyper cash par rapport à ça, voilà, clair, net et précis, catégorique. Et en fait, on vient en vacances, bien entendu, je suis très zen, très apaisée par ce moment, par ce temps mort, ce temps de repos. Et on revient à Abidjan et je lui dis, je sais pas ce qui se passe, mais je me sens apaisée là-bas. Je pense qu'en fait, il faut qu'on aille, il faut qu'on y aille. C'est le moment. Il me regarde, il me dit, mais qu'est-ce qui lui arrive en fait? Et ça m'a appris deux choses sur moi, parce que notamment, je pense que quand on a le temps, quand on prend le temps, on s'écoute plus aussi. Euh, la première des choses, c'est les choses ne sont pas figées dans la vie. Et je pense que moi, je suis croyante et je dis souvent que à chaque fois, je dis à Dieu que tout ce que j'ai dit, ça, jamais, 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 faut jamais dire jamais, c'est des choses qui m'arrivent. Et en fait, ça m'apprend à... En fait, tu veux tellement contrôler les choses, tu dis des choses, mais en fait, c'est pas toi qui dirige tout, en fait. Ça m'a appris ça. La deuxième des choses, c'est que j'ai appris aussi à segmenter les saisons, enfin, à segmenter les périodes, on va dire, de ma vie. Je dis toujours que la vie est faite de saisons. Et en fait, cette période-là où je faisais ce break, il y a eu la période où j'ai pris le temps voilà, de me connaître, faire mon introspection. Et puis, il y a eu la vague 2 où là, je me remets dans l'action de, OK, maintenant, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce que je pose certaines actions? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je lui ai expliqué, en fait, là, je suis dans une saison où j'ai besoin d'être dans un environnement plus sain pour pour élever nos enfants. J'ai pas envie d'être dans une grosse ville. Et donc, en fait, j'étais juste hyper alignée avec les choses que j'avais écrites dans mon journal par rapport au cadre de vie. Parce que je peux aussi, avant, j'écrivais beaucoup sur, OK, carrière, quel poste je veux occuper, dans quelle boîte je veux travailler, quel pourcentage d'augmentation de salaire Action et je dois objectif, avoir. quoi. Voilà, sur des objectifs très quanti, j'ai envie de dire. Et là, c'est vraiment qualité de vie. Et donc, j'étais très axée, voilà,
voilà le cadre de vie dans lequel j'ai envie de me retrouver. Et c'est ce qui a conduit en fait notre déménagement. C'est assez marrant parce qu'on est parti, on est venu en vacances, on était en vacances jusqu'en janvier 2023. En avril, on revient 4 mois après et en fait, on inscrit les enfants à l'école, on trouve la maison et en juillet, on est installé. Ce qui est encore plus drôle, c'est que quand j'annonce du coup à mes amis, à la famille en fait qu'on va s'installer, ils me disent, ah, mais t'as trouvé du boulot? Non, non. Ils me regardent, mais elle est folle un peu, elle. C'est quoi ces décisions? Et en fait, je leur dis, vous savez quoi? C'est la première fois de ma vie, en fait, que oui, en fait, là, j'ai pris une décision enfin, de vie qui n'est pas lié, en fait, qui est lié à ce que moi je recherche, sans que ce soit lié à mon monde professionnel. Et donc, je n'ai aucune inquiétude parce que je suis en train de peaufiner mon projet professionnel. Et en fait, je pense que quand on est dans cette attitude finalement de lâcher prise, même si, enfin, on se projette, mais on ne se met pas non plus trop de pression. Finalement, le boulot que j'occupe aujourd'hui, c'est parce que j'ai rencontré ma boss, la directrice du coup, dans une discussion, quand j'ai terminé de discuter avec elle, c'était pas un entretien, c'était vraiment on nous a mis en relation, comme Olivier là nous a mis en relation. Et en fait, quand j'ai terminé ma discussion avec elle, j'ai dit, oh, on dirait Olivier en féminin. Et je pense que je lui ai même dit ça. J'ai dit, mais c'est incroyable. Et du coup, c'était marrant parce que elle me dit, OK, qu'est-ce que tu veux venir faire au Bénin? Et je lui dis, oui, tu sais, moi, je veux travailler dans le tourisme. Elle me dit, oh, ah bon, envoie-moi ton CV. J'ai une amie qui est dans le tourisme, je vais lui envoyer ton CV. Et on finit notre discussion, mais vraiment, on a passé 1h30 à discuter. Et à la fin, je lui dis, OK, mais c'est quoi tes next steps, toi? C'est quoi tes grands axes, enfin, tes grands axes stratégiques sur l'année à venir? Et là, en fait, elle m'explique, OK, moi, je cherche un COO pour gérer, manager les équipes, avoir toute la gestion opérationnelle du groupe, parce que là, on arrive dans une période de croissance et donc moi, je dois me focus sur la partie plus développement. Et elle me dit, voilà, c'est vrai que là, je te parle, elle m'explique un petit peu le poste. Et là, elle me dit, tu sais, Cynthia, il n'y a pas que les compétences techniques pour moi. Les soft skills sont hyper importants. Et donc là, elle commence à me parler d'honnêteté, d'intégrité, de bienveillance, etc. Et là, je souris, quoi. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, franchement, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais j'ai l'impression que tu parles de moi. Elle me dit, ah, mais attends, mais je vais te mettre en contact avec la RH. Et j'étais là, mais non, 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 enfin, c'était pas prévu, je comprends pas ce qui se passe. Et donc, je lui dis, écoute, envoie-moi la fiche de poste et j'essaierai de te mettre en relation avec des personnes qui peuvent matcher. Mais vraiment en me retirant totalement je peux faire partie de l'aventure. Et je pense qu'un mois après, donc en fait, je l'ai rencontrée en avril de l'année dernière, en avril 2023. Un mois après, en mai 2023, elle m'envoie l'offre. Et je regarde et j'hallucine, je le montre à mon mari, je dis non mais ça c'est pour moi en fait, c'est incroyable, j'avais pas prévu ça, mais en fait je pense que c'est pour moi. Et du coup on s'installe en juillet, je signe en août et je démarre le 1er septembre de l'année dernière. C'est drôle parce qu'on a l'impression que ces événements sont arrivés de manière un peu naturelle, dans un flow, après que tu aies fait cette pause assez longue où tu t'es Exactement. tourné vers toi. Exactement. Et tu penses que ça a fortement contribué, cette période, à cette Totalement. disposition à tirer et, pardon, à tirer et transformer cette situation? Totalement. Je pense que c'est pour moi une période très marquante. Euh, que j'ai vécu grâce à mon drame, je vais le dire comme ça. Et je pense que ces 1 an voilà, de break m'ont vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses, sur le lâcher-prise, sur la prise de conscience de se laisser porter. C'est-à-dire que, encore une fois, je mets un peu de mes bémols à ce que je suis en train de dire, c'est que pour moi, dans la vie, il y a l'ambition, c'est-à-dire que moi, j'ai de l'ambition, mais je ne suis plus carriériste. C'est-à-dire que j'estime que, comme je le disais au préalable, je ne veux pas stagner. J'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin d'être en mouvement constant, sinon je ne me sens pas vivre. Et c'est marrant que je le dise parce que j'ai fait ce break. Et si je devais refaire un break dans 5 ans, ben, je le referais. Parce que pour moi, ça m'a nourri d'une manière... ça a été extrêmement riche pour moi. Et je pense que c'est une manière de se rebooster intérieurement
et de répondre finalement à son propre alignement. Donc, pour moi, ça a contribué pleinement à ce que, voilà, à mon déménagement, à la recherche d'une vie plus, comment on va dire ça, plus en ligne, en tout cas, avec ce que je veux, avec ce que je souhaite. Et donc là, vraiment, cette période a été très valorisante et importante pour toi parce qu'elle t'a permis ensuite d'agir Tout à fait, différemment, déménager, trouver un autre travail assez facilement, en plus, c'est clair, visiblement. Et peut-être que si tu avais enchaîné directement un autre boulot, tu c'est t'en ça, serais pas là aujourd'hui. Ouais. exactement. Et est-ce qu'aujourd'hui, au quotidien, tu pratiques de nouveau cette alternance yin-yang, repos, recul, action? Oui, je vais répondre oui. Je pense que même dans le flow, dans des journées très, enfin dans des semaines ou des mois très intenses, pour moi, tout est une question, tout part de toute façon, je vais dire même déjà de la volonté, de vouloir, de le vouloir. Et ensuite, pour moi, ce qui m'est cher et ce sur quoi je m'évalue aussi, c'est de la discipline. Parce que Là, tu euh, restes dans le contrôle. oui, mais la discipline m'apporte beaucoup de choses. Pour Mhm. moi, la discipline, c'est la constance et la constance me permet d'accomplir des choses, étape par étape. Je prends l'exemple de l'activité sportive. Chaque année, moi, je fais enfin, j'avais lu un livre qui m'avait donné un exercice qui s'appelle le chrono-rêve et que je fais chaque année et où en fait je peux inscrire qui je veux être au cours de l'année, enfin sur l'année, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux avoir. Et donc du coup j'ai intégré ces choses et je sais que depuis 2 ans j'ai toujours une ligne, un bullet point qui est intégré pour mon hygiène de vie, aussi bien sur mon alimentation que sur que pour l'activité sportive. Et là, par exemple, j'ai des journées qui sont quand même, voilà, qui sont denses, mais j'intègre, et pour moi, ça, c'est de la discipline, de l'organisation et de la discipline, j'intègre mes séances. Là, par exemple, je fais du yoga, je fais du pilates, j'essaye vraiment de garder, en fait, on va dire, ce petit cocon où je sais que, voilà, je déconnecte un petit peu avec les réalités quotidiennes, avec le stress que ça peut incomber, etc. Et donc, du coup, c'est comment je me dis que je peux pas avoir fait tout ça et en fait que je n'ai pas de continuité dans ma manière de fonctionner au quotidien. Et donc, pour moi, c'est un exercice que j'essaie, enfin, pour moi, le côté très discipline, même si ouais, c'est du contrôle, mais la discipline, pour moi, elle est essentielle dans mon quotidien. En fait, tu as intégré de la discipline, mais dans tes modes de récupération et aussi, c'est-à-dire C'est tu me ça, parles de yoga, de pilates, ce sont plutôt des activités de récupération, alors aussi d'activités physiques, mais euh, pas de forte intensité, où on est dans l'effort et donc dans quelque chose de très yang. C'est plutôt des activités yin. Donc, tu as introduit de la discipline dans quelque chose qui permet de prendre du recul, de te détendre, de récupérer. tout à fait. Toujours un équilibre entre les deux. Donc, pour résumer, oui, toute cette histoire t'a permis de maintenir, de créer un nouvel équilibre dans ton fonctionnement de vie. Et de permettre d'une certaine manière d'attirer des choses aussi beaucoup plus positives sans que tu aies à faire d'efforts. C'est un peu ça qui est arrivé jusqu'à maintenant. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que autour de toi, dans ton environnement, et là on peut peut-être parler un petit peu de partager des choses qui sont de l'ordre culturel, si tu compares l'Afrique avec l'Europe par exemple, est-ce que tu vois des différences de position entre le masculin et le féminin à l'intérieur de chaque être? Comment ça s'exprime aujourd'hui? Alors,
je vais donner des exemples concrets parce que du coup, moi, j'ai grandi au Sénégal. Je suis partie en France pour mes études supérieures après le bac. Donc, enfin, j'ai fait toutes mes études supérieures en France. J'ai travaillé 3 4 ans avant de revenir en Afrique. Donc, les différences culturelles, on va dire que je les connais plutôt bien. Je les ai vécues et si on doit faire la transversalité avec ces énergies justement féminines, masculines. Alors, je pense que dans l'environnement dans lequel j'ai été, quand j'étais en France et même dans mon environnement professionnel, j'ai plus eu une dominante d'énergie masculine parce que besoin de prouver. Et ça, je parle d'il y a un peu plus de 10 ans. Besoin de prouver avec le caractère autoritaire parce que jeune femme africaine à des postes où je commençais à voilà, gravir certains échelons. Donc, au-delà de ce que moi-même je pouvais penser de moi, je pense que j'étais enfin, c'est ce qui est d'ailleurs très contraire à ce que je suis aujourd'hui, à comment je pense aujourd'hui. J'étais beaucoup dans, j'ai besoin de comprendre ce que les autres vont penser de moi. J'ai besoin d'avoir l'image parfaite parce que, voilà, qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Et donc, dans le contrôle, dans le fait de m'imposer, de prouver. Beaucoup moins d'énergie féminine, selon moi. Mon retour, du coup, sur mon continent, parce que j'ai commencé, du coup, au Ghana, ensuite en Côte d'Ivoire et au Bénin. Je pense que ça a été graduel. Donc, j'ai pas eu tout de suite, je suis pas passée d'une dominante, on va dire, d'énergie masculine, donc autoritaire, vouloir prouver, etc., à une énergie féminine. Je pense que j'ai essayé d'équilibrer, c'est très difficile d'ailleurs de, de trouver l'équilibre entre les deux. Aujourd'hui, si je compare donc la Côte d'Ivoire au Bénin, c'est deux sociétés qui fonctionnent, qui sont diamétralement opposées, comme j'aime le dire. J'ai beaucoup d'amis ivoiriens, j'ai vécu 8 ans en Côte d'Ivoire, aujourd'hui je suis au Bénin. Et du coup, c'est vrai qu'on a des discussions, des débats, et je dis non, moi je suis cash, je vous dis les choses. Enfin, c'est deux cultures très, très différentes. En Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a l'aspect les gens sont très extravertis. Les gens vont dire ce qu'ils pensent, donc j'ai pas eu de difficulté, on va dire, à être moi-même parce que je suis moi-même assez franche. J'aime dire ce que je pense de manière assez claire. Mais en même temps que je suis moi-même, j'ai dû aussi porter pour moi une sorte de masque autoritaire pour pouvoir gérer mes missions, notamment enfin de directrice de start-up, où j'avais des équipes aussi bien de femmes, d'hommes. Comment je me positionne? Et je pense que quand j'ai quitté justement la France, que j'ai quitté Paris, que je me suis installée à Abidjan, je pense que j'avais pas encore trouvé enfin, le bon équilibre entre les deux. Et je pense que l'autorité, on va dire, le côté masculin a pris le dessus. J'ai vécu après ce qui s'est passé, donc j'ai vécu mon drame. Ça m'a beaucoup fait switcher justement avec un aspect très empathique, de bienveillance, même dans mon management. Donc moi-même, j'ai vécu une sorte de conduite de changement dans la manière d'interagir avec mes équipes. À Keopstech, j'étais très contente parce que je pense que j'étais post-événement dramatique, donc je testais des choses et c'était plutôt positif. Je pense que j'ai trouvé ma place et c'était hyper intéressant. Arrivé au Bénin, là, ça fait 1 an, donc j'ai pas un grand recul, j'ai 1 an de recul. C'est assez marrant parce que je pense que si j'étais arrivée ici il y a quelques années, je sais pas si j'aurais été moi-même. Parce que j'aurais essayé de trop m'adapter par rapport à au fonctionnement ici. Je m'explique. Ici, dans l'éducation, les personnes ne se donnent pas ou n'ont pas la liberté de s'exprimer, de dire les choses. Et donc, du coup, on peut très vite choquer les gens quand on discute à bâton rompu,
qu'on est cash, et des fois on est cash sur des choses positives, des fois on doit remettre de l'ordre dans les équipes. Et donc, moi, j'ai décidé d'être telle que je suis. Et donc, du coup, je peux être très rigoureuse, mais avec de la bienveillance. Donc, je pense que j'essaye en tout cas au quotidien de pouvoir faire matcher cet équilibre-là. Je pense que c'était pas le cas avant, avant ton Non, je drame, pense entre pas. autres, et qu'aujourd'hui, tu es en mesure de mettre en place cet équilibre. Et ça, d'ailleurs, c'est encore un mélange yin-yang, parce que tu peux dire les choses, être dans le management, l'action, et en même temps le faire avec bienveillance, empathie. D'ailleurs, c'est certainement le futur du management pour ceux qui n'en sont encore pas là. Euh, donc, c'est mettre du féminin dans le masculin. Et il a fallu que tu passes par ce drame pour arriver à cet équilibre qui aujourd'hui est plus adapté à l'endroit où tu habites, où tu as décidé de déménager aussi. Peut-être que Exactement. tu as déménagé pour ces raisons-là, parce que tu as peut-être senti que tu étais dans une autre énergie, dans un autre équilibre. Est-ce que tu le ressens comme ça? Totalement. Totalement. C'est marrant parce que du coup, mes parents sont venus au Bénin durant l'été. Et j'ai des amis qui sont venus et ils me disent, bah, en fait, je te sens sereine, en fait. Et je te sens sereine. Et je répète toujours que je suis là où je dois être. Je suis convaincue que je suis là où je dois être. Et j'aime aussi, et je le dis aussi pour les personnes qui nous écoutent, c'est que on parle beaucoup de plénitude, de paix, d'équilibre. C'est pas facile au quotidien. C'est un vrai challenge. Et après, il y a les circonstances de la vie, il y a les challenges de la vie. Tout n'est pas rose, tout n'est pas linéaire. Il y a des moments où j'estime que je rentre de ça, fin, d'une journée et que j'estime que, voilà, enfin, désolé pour le terme, mais j'ai merdé en tant que manager. Je pense que j'ai eu plus une dominante masculine, alors que là, j'aurais dû être plus à l'écoute, écouter un peu, être plus dans l'intuitif et être plus dans l'écoute de l'équipe plutôt que, voilà, de vouloir être trop, non pas trop cash, mais de pas laisser place, en tout cas, plus d'empathie. Et donc, pour moi, voilà, c'est un cheminement quotidien. Il n'y a pas de perfection. C'est pour moi, comme c'est pour ça que je parlais de constance, c'est comment, pour moi, la constance, c'est j'essaye chaque jour de m'améliorer un petit peu plus. Voilà. Oui, c'est étrangement, effectivement, dans tout ton parcours, il y a eu une grosse phase de progression et de changement vers quelque chose qui est plus serein. Ça, on le comprend vraiment quand tu expliques en fait ton histoire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux femmes, aux jeunes femmes que tu pourrais rencontrer sur la base de ton expérience et de ces passages difficiles? Euh, je dirais d'accepter l'inconfort. Pour moi, c'est l'acceptation. Tout commence par ça, quelle que soit la situation qu'on vit. C'est d'accepter l'inconfort. Et je dis toujours que l'inconfort, de toute façon, enfin, l'acceptation de l'inconfort, c'est le signe qu'on est sur la voie du succès. Pour arriver à l'acceptation, il faut pour moi se connaître. Et souvent, on va dire non, mais moi je me connais, hein, je sais ce que j'aime, je sais ce que je ne supporte pas. Non, je pense que ça va bien au-delà de ça. Et j'aime bien dire une citation, je ne sais plus d'ailleurs qui l'a dit, la qualité de notre vie dépend de la qualité des questions qu'on se pose. Donc, mesdames, posez-vous des questions et écrivez, il faut les écrire, pardon, noir sur blanc. Moi, quand j'ai justement vécu ma période de break, j'ai listé tout plein de questions qui allaient de qu'est-ce que je préfère faire? Qu'est-ce qui me permet de me sentir vivante? Donc, qu'est-ce que je fais qui enfin, qui me permet de me sentir voilà, vivante, de me sentir vivre pleinement? Pour découvrir, en tout cas, ou accepter qui je suis. Est-ce que j'aime la routine? Est-ce que je suis quelqu'un qui aime le changement? Parce que ça, c'est des choses qui peuvent nous permettre de mieux écrire ou réécrire notre projet professionnel aussi. Est-ce que je suis introvertie? Est-ce que je suis extravertie? Et encore une fois, tout n'est pas figé, tout est une question de saison. Et c'est pour ça que je parle beaucoup d'acceptation. Moi, par exemple, dans mon enfance, j'étais introvertie. Je me rappelle quand ma mère, et quand je disais ça à des collègues d'ailleurs, on a eu une discussion comme ça il y a quelques jours, ils me disent, quoi? Toi?
Genre, tu t'es introvertie, mais c'est impossible, Cynthia. Je dis, mais vous, enfin, vous n'imaginez même pas. Moi, je me rappelle quand il y avait les rencontres parents-professeurs, quand j'étais au collège, ouais, même jusqu'au lycée, les professeurs disaient, OK, est-ce que Cynthia, ça va? Voilà, bon, elle travaille, bon, j'étais moyenne. Et voilà, elle parle pas trop. J'avais une certaine timidité et ils y croient pas. Je dis, mais c'est les expériences de la vie qui nous forgent. Et donc, voilà accepter l'inconfort, se poser ces questions. Pareil, est-ce que je suis une personne au tenté rationnelle? Est-ce que je suis intuitive? Donc le côté aussi masculin, féminin. Est-ce que en fonction des situations, je suis l'un ou l'autre? Est-ce que j'ai envie, voilà, de créer une balance entre les deux? Est-ce que j'ai ce côté ambitieux, mais dans la collaboration, donc ambition collaborative pour pousser les autres à aller, à grandir, à briller? Ou est-ce que je suis plus ambitieuse dans la compétition et donc du coup je suis hyper carriériste et du coup voilà. Je pense que c'est des questions qui sont importantes et qui permettent justement de redéfinir qui on est, de redéfinir qui on a envie d'être dans un an, dans quelques années. Et voilà, et être dans cette conduite en tout cas du changement pour soi-même. Bon, bah, très belle conclusion. Merci Cynthia et très beau conseil. Et bah, merci pour cette conversation et je te souhaite encore plein de plénitude à l'avenir, malgré les saisons. Merci beaucoup. Très beau Merci résumé Cynthia. aussi. Merci, Christophe. Merci.